Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine. Nous sommes là maintenant, vous le savez, du lundi au vendredi, tous les jours, pendant 1 heure pour commenter l'actualité avec Judith Weintraub. Bonjour Judith, vous êtes reporter politique au Figaro. Thomas Negaroff, bonjour, directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes également professeur à Sciences Po, historien spécialiste des questions géopolitiques des États-Unis. Et puis vous venez tout juste de publier Kennedy, une vie en clair-obscur chez Armand Collin. Excellente biographie de Kennedy. Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris UMP. Bonjour, vous êtes élu du 18e arrondissement, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national de l'UMP en charge des grandes métropoles. Et puis Bruno Jeudi, bonjour Bruno, rédacteur en chef du journal du dimanche. On va revoir la une du journal du dimanche. Vous êtes intéressé au dossier explosif des demandeurs d'asile. C'est un rapport qui a été remis à Manuel Valls et qui fait état d'une situation extrêmement compliquée. La France est débordée sous les demandes d'asile politique. Et puis voilà votre livre, Le coup monté, publié chez Plomb, qui est toujours d'actualité. Alors passons ensemble en revue les unes de la presse du jour. Le Parisien, dépenses publiques, l'État au régime, pas à la diète, pas assez d'efforts selon le Parisien. Et puis évidemment ce qui intéressait tout le monde hier, les Bleus de Tony Parker qui sont enfin champions d'Europe de basket. Et puis PSG Monaco, Paris peut avoir des regrets. Voilà, Libération Horreur à Nairobi. Plusieurs dizaines de morts, on en comptait une soixantaine ce matin, l'attaque par des djihadistes somaliens. On va y revenir au cours de cette émission. Et puis en tout petit, en haut, Merkel, la victoire absolue. Puis cette étrange publicité, regardez en une de Libération, Manuel faisant reculer l'insécurité des projets immobiliers avec en nombre Manuel Valls. C'est assez étrange comme publicité. La Croix, la folie terroriste, avec l'éditorial de Dominique Quignot, Violence en chaîne. La une du Figaro, le triomphe de Merkel. Quand même, c'est vrai que les autres quotidiens, visiblement, ont jugé que ça n'intéressait pas tellement les Français. L'opinion, Willkommen in Europa, Frau Merkel, et le triomphe d'Angela Merkel. Et puis l'Humanité, encore 4 ans de casse avec Merkel, c'est le point de vue du quotidien communiste. Alors que pensez-vous? On va évidemment parler de cette élection. Ce matin, nos confrères titraient triple défaite pour François Hollande. Cette victoire de Merkel a certainement un petit goût amer quand même pour François Hollande, Judith. Elle a un goût épouvantable. Je me rappelle que pendant la campagne, François Hollande évacuait quasiment le problème européen en disant mais de toute façon il suffit d'attendre qu'Angela Merkel ait perdu les élections et l'autre Europe vous l'aurez. Bon, ce pari-là est raté sur toute la ligne. Et puis surtout, c'est un cruel démenti pour sa politique à lui. Parce qu'on ne peut pas dire que Merkel ait suivi et conduit une politique démagogique, qui est plutôt connue comme mère la rigueur. On a beaucoup parlé des travailleurs pauvres en Allemagne. Les Allemands n'ont pas eu une vie facile. Ça prouve qu'on peut essayer de dire la vérité et de demander des efforts à son peuple et être réélu triomphalement ou quasi triomphalement. Oui, c'est un triomphe. Enfin, on la donnait, effectivement, tout le monde disait qu'elle allait gagner. Alors, ce qui est fascinant, c'est 73% de participation. C'est un taux qui nous fait rêver. Pierre-Yves Bournazel, cette victoire de... Oui, pardon. Il y avait une belle participation à la présidentielle, quand même. Oui, oui 73%, c'est quand même... C'est élevé, oui. Mais en France, on avait aussi une belle participation. Oui, mais on avait prédit beaucoup d'abstention, justement, à cause de la faiblesse de l'opposition. Oui. Oui, c'est un peu l'anti-Hollande, parce que sur le fond, elle a le courage de mener les réformes nécessaires pour son pays. Et puis, sur la forme, c'est une femme humble, qui ne fait pas de chichi, qui n'est pas là pour tous les matins commenter l'actualité, mais qui fixe un cap et qui a su incarner l'Allemagne. Voilà, elle incarne l'Allemagne d'aujourd'hui et les Allemands s'y reconnaissent. J'ai l'impression qu'il y a même des Allemands de gauche qui ont voté pour elle. Est-ce que, oui, Thomas Negaroff? Non, c'est un peu rigolo ce matin à lire les commentaires, comment à gauche on dit ah bah c'est bien la preuve. Enfin, c'est en gros Sarkozy a expliqué qu'il n'avait pas dû à cause de la crise, bah Merkel gagne. Sarkozy a donc doublement perdu. Et puis à droite on dit bah c'est vraiment la France de Hollande. Ça prouve à quel point Hollande est à côté de la plaque. Le fait d'avoir soutenu le SPD est une catastrophe pour lui. Je rappellerai quand même qu'il a soutenu le SPD, mais il y a 1 an et demi, que depuis tout de même il avait... C'était normal pour un candidat socialiste d'aller... Le PS agressait Angela Merkel il y a encore 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Donc, même pas. Oui, mais bon, ça s'est quand même largement normalisé depuis quelques mois quand même. Oui.
Bon, au petit jeu du bonne ou de mauvaise nouvelle, de toute façon, pour François Hollande, c'est pas une bonne nouvelle dans la mesure où il pensait plutôt, enfin, il misait sur le SPD, même s'il imaginait bien que c'était pratiquement impossible que Merkel perde, hein, ce que tous les sondages montraient depuis plusieurs semaines. C'est presque une victoire à majorité absolue. Judith, tu as raison, à 3 sièges près, je crois. Donc, c'est évidemment un triomphe pour la mère de la nation, comme on l'appelle en Allemagne. En même temps, j'observe, si on veut un peu tirer les leçons du côté droit, du côté de la droite pour la France, il faut reconnaître que Merkel a gagné sur des thèmes économiques, sur des termes de rigueur. Elle a même aussi pas hésité à reprendre quelques thèmes de gauche, comme le salaire minimum. On peut donc gagner sans forcément droitiser, sans forcément aller sur tous les thèmes les plus démagogiques. J'ajoute enfin que l'Allemagne, et c'est une vraie spécificité, l'extrême droite fait 1,5%. Alors il y a une histoire évidemment particulière, mais en gros, les extrêmes, ils sont quand même pas très forts, ils sont repoussés, ils sont contenus, et même le fameux parti anti-européen n'entre pas au Parlement, alors que ces dernières semaines, on disait qu'il le parti anti-européen n'entre pas, progresse tout de même. Et la très bonne nouvelle, c'est que le parti néo-nazi, dont j'ai oublié le nom, alors là, est complètement laminé. Donc c'est une démocratie quand même qui se porte bien, c'est aussi une vraie leçon pour la France. Oui, et puis plus globalement, leçon pour la France. Et on a effectivement les anti-européens, globalement, qui sont vraiment exclus quasiment du Parlement. Et ça, c'est un signe que les Allemands ont compris qu'en fait, l'Europe leur était extrêmement favorable, malgré tout. Enfin, contrairement peut-être à la France, où là, on peut discuter des intérêts... Parce que simplement, Angela Merkel est la présidente officielle de l'Europe. Oui, c'est ça. Parce que c'est elle qui mène la politique européenne. Et on aimerait que la France fasse entendre sa voix. Oui, est-ce que justement, qu'est-ce que ça va changer pour la politique européenne? Vous avez tweeté hier que ça allait avoir une conséquence, c'est que le successeur de Barroso sera forcément un libéral. C'est ça, et puis autre chose, ce qu'on dit assez peu, c'est que les industriels allemands poussent énormément Merkel à négocier, à faire avancer le traité de libre-échange avec les États-Unis. Ils l'attendent pour 2014-2015, hein, ça va être extrêmement rapide. Alors là, avec la victoire de Merkel, il y a un souffle encore donné et les négociations qui sont essentielles pour nous Français aussi vont avancer très vite. Ouais. Est-ce que l'Allemagne doit devenir un modèle alors pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe? Bon, alors après, évidemment, là, on célèbre la victoire. Ouais. L'Allemagne a aussi ses propres problèmes. Merkel va devoir aussi avancer sur certains dossiers, notamment sur le dossier de la transition énergétique. Là, elle va être au pied du mur. Après avoir renoncé au nucléaire, il va falloir quand même qu'on y voit un peu plus clair dans ses choix politiques. Il va falloir aussi qu'elle mette en œuvre ce qu'elle a promis pendant sa campagne, le salaire minimum. Ça va aussi avoir des conséquences. Donc, tout n'est pas comme ça formidable ce matin. Il y a aussi des problèmes à régler, concrets pour Angela Merkel, mais incontestablement, ce sera le leader européen des prochaines années. C'est certain, d'autant que l'Allemagne a réformé depuis 15 ans son pays, que ce soit le travail, le code du travail, que ce soit les accords qu'il y a eu entreprise par entreprise et branche par branche pour le temps de travail. Mais il y a un problème en Allemagne qui va se poser de manière structurelle, c'est la démographie. C'est vrai que l'Allemagne vieillit et ne renouvelle pas les générations, et c'est vrai qu'à moyen et long terme, c'est un problème qui va se poser pour la gestion économique et sociale de l'Allemagne. Et nous, paradoxalement, nous avons cet avantage-là dans la durée, c'est-à-dire que nous renouvelons les générations et que nous avons la possibilité de regarder l'avenir avec confiance si nous avons le courage de réformer aujourd'hui ce pays, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi une caractéristique qui explique la force de l'Allemagne, c'est que le consensus est très puissant là-bas. Je rappelle que c'est Gerhard Schröder de gauche, la SPD, qui a lancé les réformes les plus rigoureuses, qu'Angela Merkel n'a fait que suivre, même si elle l'a fait avec beaucoup de courage et de rigueur, la politique initiée par Schröder. Ce consensus-là n'existe pas du tout en France. Mais il coûte cher aujourd'hui au SPD quand même, puisque il y a une partie de l'électorat de gauche qui se dit que le SPD, avec son Hartz IV et les mesures que vous évoquiez il y a un instant de libéralisation du marché du travail, finalement, fait perdre un peu ses valeurs à cette gauche allemande, quoi. Oui, mais il y a aussi un problème de personnalité. On voit très bien que le leader du SPD n'était pas de taille, n'a pas le charisme, il ne peut pas du tout lutter contre le charisme d'Angela Merkel. Et il n'a pas énormément de charisme, Angela Merkel. Ouais. Non, elle n'a pas énormément de charisme, Angela Merkel. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tant de charisme. Je pense que surtout, d'abord, Angela Merkel, c'est un style justement qui est à l'opposé, j'allais dire, du style de la vie politique française, de nos personnalités politiques. C'est-à-dire sincérité, simplicité, comme ça. Alors nous, c'est toujours... ils ont trop de sécurité, il y a trop de blabla autour d'eux, et c'est vrai qu'elle, c'est un style, et en plus elle s'y est tenue, c'est vraiment de la modestie, elle est comme ça, enfin tous les papiers qu'on lit, tous les hommes politiques français qui la rencontrent vous le disent, et eux, ils sont pas du tout comme ça. Mais ce qui est frappant, c'est quand même ce succès d'Angela Merkel face
on va en reparler, au score, en particulier de François Hollande et en général des dirigeants européens. C'est-à-dire qu'ils sont quand même tous honnis dans leur pays, alors qu'elle a quand même réussi à fédérer peut-être... Bon, il y a aussi le rapport des Français avec la politique. Oui, mais il n'y a pas que les Français. En Italie, en Espagne, on voit un petit peu quand même ce qui se passe. Bon, voilà, les Français ont adoré Sarkozy avant de le détester, puis de l'envoyer en retraite. Ils ont voté pour François Hollande, et puis au bout de 16 mois, on voit que boum, ils le détestent. Donc voilà, il y a aussi un rapport. Alors c'est aussi un rapport avec la vérité en politique aussi. Ça pose aussi beaucoup cette question-là. C'est vrai que bon, nos hommes politiques s'arrangent souvent un peu avec la vérité. Quand ils sont dans l'opposition générale, ils sont plutôt assez forts pour critiquer. Puis au pouvoir, c'est pas que de la forme, c'est aussi les Allemands savent aussi regarder les résultats économiques de leur pays. Et voient que leur pays va pas mal, quoi. Tout le monde aujourd'hui se dit c'est vraiment parce qu'il y a deux cultures politiques, mais il y a aussi deux résultats politiques un peu différents quand même. Enfin, on nous avait dit que l'Allemagne était un pays vieillissant. C'est vrai. Oui, mais il y avait eu un certain nombre de critiques. On nous disait qu'il fallait pas prendre l'Allemagne comme modèle. Force est de constater que ça fonctionne plutôt pas mal. L'Allemagne, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est le défi démographique, parce que des problèmes économiques vont se poser, puisqu'il va y avoir un vieillissement de la population qui va obliger certainement à augmenter les cotisations pour les retraites, etc. Et là, le prochain chancelier, celui de dans 4 ans ou dans 8 ans, va avoir de grosses difficultés à affronter aussi. On parle de François Hollande peut-être et des sondages, justement, sondages plus qu'à la baisse. Vous avez titré l'addition pour François Hollande, moins 5 points. Visiblement, son intervention de dimanche dernier ne l'a pas servi, au contraire. C'est pas la fête là pour François Hollande. Contrairement à Angela Merkel, il n'est pas encore tout à fait au plus bas. Il est à 23%, moins 5 points, 76% de mécontents. C'est un record. Donc tous les clignotants sont au rouge. J'allais dire c'est presque logique compte tenu de l'ambiance qu'il y a actuellement. Quand on augmente les impôts, quand on prend un revers aussi cinglant sur le dossier syrien, c'est ce qui ressort des commentaires qui sont faits par les Français interrogés par l'IFOP pour le journal du dimanche. 23% d'opinion favorable, c'est très très bas. 23% d'opinion favorable, c'est presque le plus bas. Le plus bas, c'est décembre 91, François Mitterrand. Et il s'en approche très vite. Pour François Hollande, au bout de 16 mois, le vent est de face et ça va être très très difficile, surtout à 6 mois des municipales. Juste un dernier chiffre, François Mitterrand en septembre 82, c'est-à-dire la même période par rapport aux municipales de 83, c'est 42%. Alors c'est une autre époque, mais on sait que les municipales en 1983, c'était traduit par probablement la plus grande vague bleue pour la droite à l'époque. L'opposition de l'époque. On entendait dire ce matin que François Hollande n'était pas inquiet pour les municipales. Ils sont jamais inquiets avant les élections, sauf que tous les élus locaux vous disent que ça va être extrêmement difficile. Et là, vraiment, pour les municipales, le vent va vraiment souffler de face. Il y a déjà un record dessus, c'est le record de mécontents. On regarde que le record de satisfaction qui est pas encore le plus bas, mais le record de mécontents, ça y est, il a explosé. Le baromètre du JDD qui est le plus ancien depuis... 58. Et ce qui est paradoxal, je trouve, dans ces sondages, c'est que en fait, l'attente n'était pas démesurée non plus. C'est-à-dire que souvent, il y a une grande déception quand il y a une attente très forte avant. Or, pour François Hollande, dès l'élection, il était extrêmement modéré. Les gens savaient que la vie ne serait pas changée, si vous voyez à quoi je fais allusion, contrairement peut-être à François Mitterrand. Donc, c'est assez étonnant, effectivement, mais je crois que c'est aussi... Mitterrand, il a mis 10 ans pour atteindre ce plancher. François Hollande, c'est 16 mois. Mais il y a aussi une communication qui est, je trouve, assez dramatique. Justement, l'un des trucs très frappants chez Hollande, vous disiez augmenter les impôts. C'est pas seulement ça, c'est l'absence de lisibilité. Pour reprendre l'expression très bonne de Jean-Louis Bourlange, chez Hollande, c'est le sapeur comme un camembert. Il fait des trous et puis il passe son temps à les reboucher. Et ça, c'est ça que les gens sanctionnent. Allez, on va s'interrompre et puis je vous donnerai la parole après le rappel des titres. Seconde partie de Choisissez votre camp, Pierre-Yves Bournazel. Donc nous parlions de François Hollande et du sondage paru dans le journal du dimanche hier, sondage qui le donne à 23% d'opinion favorable, 5 points en moins par rapport au dernier sondage. Votre interprétation de cette perte de points ?
Il suffit d'être sur le terrain pour se rendre compte que les Français sont très mécontents. Ils sont mécontents parce qu'ils payent plus d'impôts, ils ne savent pas pourquoi ils en payent plus. Parce qu'il n'y a pas de réforme à côté courageuse. On nous a annoncé une réforme des retraites et en fait c'était encore une augmentation des impôts et des taxes. Et il n'y a pas de vision, on ne sait pas où on va et pourquoi on y va ensemble. Et au fond, c'est ce qui manque, c'est la lisibilité, c'est ce que disait Judith Van Trop il y a quelques instants. Et puis aussi, il y a un vrai problème, c'est qu'il a quand même pris des engagements. En 2012. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a pris un certain nombre d'engagements. Par exemple, les contrats d'avenir. Il avait dit en 2013, j'en ferai 75 000. Aujourd'hui, c'est 7 888, c'est-à-dire à peu près 10% des contrats qui ont été signés. Les Français se rendent compte que même sur la promesse la plus symbolique annoncée en 2012, François Hollande ne tient pas son engagement. Et là, il y a un problème, il y a un gap, parce qu'on est déjà dans une crise économique, une crise financière, une crise politique très forte aussi, où il y a vraiment un défi majeur pour les politiques, c'est de se réconcilier avec les citoyens, parce qu'il y a un décalage très fort entre la parole et les actes. C'est un problème de discours, effectivement, de vérité. Et François Hollande ne dément pas, malheureusement, la vision des Français vis-à-vis de la politique. Au contraire, il accentue l'écart, le fossé entre les citoyens et la politique, parce qu'au fond, les promesses de 2012 ne sont pas traduites en actes. Oui, globalement, oui, c'est vrai. Je voyais justement l'édito qui passait, là, ni audible ni crédible. Je crois que c'est un parfait résumé parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a vous avez raison, sans vouloir parler pour les Français, mais effectivement, l'idée à quoi servent les hausses d'impôts, concrètement, c'est pas fort. Parce qu'on sait, en gros, c'est pour réduire les déficits, mais quel est le projet de société qu'il y a derrière? Ça, c'est une vraie question qui n'est jamais posée en réalité. Et ça, à mon avis, c'est une chose qu'attend en particulier les électeurs de François Hollande de 2012. En face, non, mais les électeurs de 2012. Si juste, on pouvait rappeler quand même qu'on bat le record aussi, là, un record de prélèvement obligatoire en France, 46,3%. C'est un taux record et historique de prélèvement obligatoire. Cette société française, elle étouffe des impôts et des taxes. La compétitivité des entreprises est attaquée. Les classes moyennes n'en peuvent plus. Pour la première fois, on voit au Trésor public en France des classes moyennes venir demander des échéanciers parce qu'elles ne peuvent plus payer. Et ça, il faut bien que quelqu'un le dise. Et à un moment, il faut que le président de la République s'en rende compte. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est que le président de la République puisse maintenant réformer ce pays, avoir le courage de compresser la dépense publique, de lutter contre la fraude, de diminuer le nombre de fonctionnaires, de baisser l'emploi public en France. Et s'il fait ça, je peux vous dire que l'opposition suivra. Et puis, il y a un autre élément que je trouve intéressant dans ce sondage, c'est que c'est le premier qui permet de tester l'appréciation des Français quant à la politique étrangère. François Hollande. Et il n'y croit pas. Englué sur la scène française, il espérait visiblement s'en tirer en réitérant avec la Syrie le succès qu'il a eu au Mali. Or, c'est l'échec total de ce point de vue-là. C'est probablement l'une des surprises, parce que c'est assez rare. Frédéric Dabi, le directeur de l'IFOP, pointait ce fait inédit. C'est-à-dire, en général, la politique étrangère, d'abord, elle fait consensus, ce qui n'a pas été le cas sur le dossier syrien. Et ensuite, elle permet en général à l'exécutif de se refaire un peu la cerise quand ça ne va pas sur le front intérieur. Ce n'est pas le cas là. Et les Français, dans les réponses à l'IFOP, ils le pointent vraiment comme une des grosses déceptions de la rentrée. J'ajoute que on verra l'évolution de sa courbe dans les prochains mois, mais elle est aujourd'hui très indexée, je crois que c'est le ministre de la Consommation qui disait, sur un chiffre pour François Hollande, et c'est là sans doute permettra peut-être de sauver les meubles au municipal. Ce sera ou non l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Sinon, c'est une descente que disent les sondeurs, justement? Qu'est-ce que ils peuvent prévoir des tendances? C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme le titre Le Figaro, où ils s'enfoncent... Non, mais les sondeurs disent que de toute façon, la question de l'emploi reste centrale, reste numéro un. Et d'un point de vue, j'allais dire, peut-être que c'est du court-termisme, mais c'est vrai que même si on sait que ce sont des emplois aidés, même si on sait que, évidemment, c'est pas ça qui relancera véritablement l'emploi, ce sera une bonne nouvelle pour François Hollande et accessoirement pour sa cote de popularité. Ce qui est un peu, c'est vrai, mais ce qui est un peu inquiétant en ce moment, c'est que c'est un peu l'image des sables mouvants. Il descend et dès qu'il bouge, il descend encore plus. Il s'enfonce encore plus. C'est l'image de. Et là, il y a une. Alors oui, parce qu'il y a une contradiction, même sur la Syrie. Les Français sont informés, même sur les relations internationales. Il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Tout en communiquant très peu. On ne peut pas intervenir au Mali et expliquer qu'on lutte contre l'islamisme, qui est un danger pour le Mali, pour le Sahel et donc pour le continent européen, et aller expliquer ensuite qu'au fond, on veut déstabiliser Bachar el-Assad, dont on sait très bien que derrière, ce sont des islamistes, djihadistes,
entretenus par Al-Qaïda qui pourraient prendre le pouvoir. Les Français ont compris cela. Et au fond, ils ne voient pas de lisibilité sur le plan de la politique internationale. Honnêtement, la classe politique, elle a été assez à géométrie variable sur la question. Non, mais peut-être. Parce que les explications du président n'étaient peut-être pas très claires. Les explications de l'opposition ne l'ont pas été non plus. Donc, je ne suis pas sûr que les Français, justement, aient beaucoup compris ce qu'il y avait, l'enjeu de ce dossier. Mais François Hollande est le chef de l'État. Et il a mal communiqué sur la question. Une action internationale claire pour rassurer les Français. Or là, il les a inquiétés davantage qu'il ne les a rassurés. Séquence difficile cette semaine, il va aller à Florange, donc il est à l'ONU demain. Alors là aussi, à l'ONU, il va faire un discours pour réaffirmer la position de la France, sur la fermeté de la France face à la Syrie. Il n'y a pas de rencontre, c'est la première fois avec Ben Ki-moon, de tête à tête entre le président français et Ben Ki-moon. Il va faire un discours devant l'ONU pour expliquer qu'il veut se passer de l'ONU pour intervenir en Syrie. Donc les conditions de sa réception et le fait qu'il ne soit pas reçu par Ben Ki-moon s'explique assez bien. Non, la position française, c'est plutôt la résolution avec, s'il n'y a pas effectivement de rendu d'armes chimiques, la possibilité par l'ONU d'utiliser la force. Par l'ONU d'utiliser la force. Oui, dont on sait mais ça, évidemment, les Russes, dont on sait qu'elle ça ne n'arrivera viendra jamais. pas. Oui, non, mais c'est plus fin pas, que ça, quand même. Florange, ça risque d'être difficile, donc c'est jeudi, donc c'est courageux pour lui, effectivement, d'y aller. C'est un déplacement qui a été annoncé plusieurs fois, reporté à plusieurs reprises. Les ministres concernés disent même qu'une fois, on les a avertis que c'était annulé la veille, quasiment. Donc oui, c'est un déplacement forcément symbolique et difficile. En même temps, il y a eu la semaine dernière la réunion à Matignon, où il y a eu un plan qui a été concocté, mis en place, et qui permet visiblement d'apaiser sur place, notamment du côté des élus locaux, les craintes. Oui, de toute façon, ce dossier-là restera comme celui emblématique de la première année très compliquée de François Hollande. Il suffit de se reporter il y a un an. C'est vraiment le dossier qui a failli faire sauter et Arnaud Montebourg et Jean-Marc Ayrault au passage. Donc le retour sera forcément compliqué. On change de sujet, parlons du Kenya, donc avec cette terrible prise d'otage, assaut, attentat, je ne sais pas quel mot on peut employer, avec ces Shebab, donc groupe islamiste somalien, qui a pris d'assaut donc ce centre commercial. Les derniers chiffres de la Croix-Rouge, c'est 69 morts, 68 disparus, avec une volonté donc de s'en prendre visiblement aux chrétiens, de s'attaquer à l'Occident d'une certaine manière. Non, vous n'êtes pas sur cette... Non, enfin, à moins de considérer que l'ère chrétienne, c'est l'Occident, je ne suis pas persuadé. Ouais. C'est d'abord, vraiment à la minute où on se parle, c'est d'abord la thèse plutôt d'un conflit régional. Ouais. Avec implication c'est une vengeance du gouvernement kényan dans la stabilisation de la Somalie. La lutte contre les islamistes en Somalie. Oui, voilà, contre les islamistes en Somalie. De là, y voir ensuite une critique de l'Occident par le truchement éventuellement de victimes occidentales et d'un symbole occidental qui sera un centre commercial. On peut aller jusque-là, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu rapide, peut-être. L'idéologie des Shebab est quand même une idéologie islamiste radicale, avec une idéologie assez claire dans le combat contre... D'accord, mais les chrétiens kenyans ne sont pas nécessairement classés parmi les occidentaux. Non, d'accord, je suis peut-être un peu... C'est une action terroriste avec tout ce que ça comporte, à savoir aussi choquer l'opinion internationale. Et visiblement, de ce que l'on sait, il y a eu un tri au début parmi les personnes qui étaient retenues entre les musulmans et les non-musulmans. Certaines victimes auraient été tuées sur le simple fait qu'elles n'étaient pas de confession musulmane. Parce qu'elles refusaient de faire une prière, on leur a demandé. Voilà, exactement. Donc on est dans une action aussi terroriste qui consiste aussi à choquer le plus large possible et évidemment choquer les opinions occidentales. Alors ce qui est intéressant, c'est les quelques renseignements qu'on a sous réserve qu'ils soient vrais sur le leader qui serait une femme anglaise convertie à l'islam, la veuve noire. Son mari est mort, lui, dans un attentat. La veuve blanche, pardon. Son mari, lui, serait mort dans un attentat. C'est encore une fois à prendre avec beaucoup de précautions, puisque ce matin, là, une dépêche nous dit que le leader des Shebab lui déclare qu'il n'y a pas d'étrangers dans leur commando. Mais, alors on voit... Évidemment, comme vous dites, il faut rester extrêmement prudent avant de connaître l'identité du leader ou de
la personne qui commande ce mouvement. Ce qu'on sait, et j'entendais encore Manuel Valls ce matin sur Europe 1, c'est qu'il y a une fraction de nos populations européennes et occidentales, puisque ça touche aussi les États-Unis, qui est très tentée par l'aventure terroriste. Je dis l'aventure parce que ça paraît un mot positif, mais en fait c'est une dérive, et tout ça montre l'importance de lutter, mais alors pied à pied, chez nous, contre la propagation de l'islam radical. Ce qu'on ne fait absolument pas assez, à mon avis. Thierry Bournazel. L'islamisme, c'est quoi? C'est la volonté d'imposer la charia, c'est-à-dire d'un mode de vie. Et le terrorisme, c'est de l'imposer par la peur. Et aujourd'hui, le danger qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ramifications. On le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afrique. Sur le continent africain, de l'islamisme organisé, orchestré par Al-Qaïda. Alors, ce n'est pas forcément Al-Qaïda en direct, mais Al-Qaïda organise ou valide un certain nombre de groupes terroristes, si j'ose dire, et qui essayent de mettre la pression sur des gouvernements qui sont fragiles pour essayer de conquérir le pouvoir. Eh bien, je pense que la France, l'Europe, doit d'abord, sur le renseignement, évidemment, être extrêmement performant pour déjouer les attaques, parce que Manuel Valls l'a dit à plusieurs reprises, il peut y avoir aussi des dangers pour notre pays, et il faut aussi en parler, et puis il faut démanteler un certain nombre de réseaux. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet-là, excusez-moi de le dire, est très lié à la politique internationale de la France. Parce qu'on ne peut pas mener une politique hasardeuse de déstabilisation, par exemple, en Syrie, qui risque d'amener des islamistes au pouvoir, qui serait donc une place forte pour ces réseaux terroristes en Syrie et qui risquerait d'avoir des conséquences sur l'ensemble du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut avoir beaucoup de rigueur dans la politique internationale, une force dans la politique du renseignement au niveau français et européen pour démanteler un certain nombre de réseaux. Ça ne sera pas simple, on le sait, et face au terrorisme, eh bien, la réponse des États démocratiques doit être extrêmement ferme et même faire la guerre au terrorisme. Il y a aussi les moyens pour la France de faire pression sur les États qui peuvent financer ces organisations. Oui. Et on les rappelle que on les a vus à l'œuvre en Libye et finançant aussi certains mouvements. Marine Le Pen a accusé la France ce week-end dans des termes. Oui, la France est la cata du Qatar. C'est une vraie question des relations des États occidentaux avec ces pays. Ouais. C'est vrai qu'en plus, on sort d'une semaine terrible. Mardi, au Nigeria, 142 morts par Boko Haram. Le Pakistan, hier, 81 morts. Avant-hier, 81 morts, contre une église. Une église, oui. Et puis effectivement ça, et puis sans oublier effectivement ce qui se passe en Syrie, même si à mon avis, je crois que c'est un peu une erreur. Enfin, il y a deux choses qui me dérangent un peu dans vos propos. La première chose qui me dérange, mais ça c'est aussi le jeu, parce qu'on est en France et qu'on le fait ici, mais c'est de ramener tout à nos questions françaises, alors que c'est d'abord une question régionale, qui est dramatique régionalement et qui n'a pas que des implications par rapport à la politique de François Hollande et de Manuel Valls. Il y a là, à mon avis, une perspective qui me dérange un peu, même d'un point de vue presque moral, en fait. Et puis deuxième chose, je pense que si notre alpha et oméga de notre politique étrangère française ne doit pas se limiter uniquement à lutter contre l'islam radical dans le monde. Je pense que la France a autre chose à dire. Ça ne doit pas en être extrait. Et Bachar el-Assad, je suis désolé, mais dans le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait non, bien sûr, mais il n'y a pas que dispenser de prendre cet élément. J'ai dit alpha et oméga, c'est-à-dire que ça ne doit pas être forcément notre seule grille de lecture du monde ce qui est contemporain. Vrai, c'est que Assad est un dictateur sanguinaire. C'est un monstre, bien sûr. Mais derrière, c'est pire. C'est-à-dire que c'est une dictature, mais c'est une dictature qui organiserait le terrorisme et qui fragiliserait l'ensemble du Moyen-Orient. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on mène une politique internationale, on regarde toutes les conséquences à moyen et à long terme. Parce que la diplomatie ne se mène pas avec l'émotion. Elle se mène avec la raison et avec une construction philosophique derrière extrêmement forte et avec une volonté à terme de construire au niveau international une lutte ferme contre le terrorisme. Et laisser la Syrie aux mains d'islamistes radicaux, aux mains d'Al-Qaïda, ça serait un danger international. Vous avez raison, mais c'est pire parce qu'on n'a pas agi au départ. Et plus on attend, plus la situation syrienne devient catastrophique et correspond à ce que vous dites. Il y a eu un basculement. Oui, parce qu'on n'a pas... On ne peut pas parler comme si le temps était linéaire. Bien sûr. Il s'est produit une inversion dans le rapport entre religieux et laïcs dans la rébellion syrienne. Mais ça, c'est la responsabilité des démocraties occidentales de ne pas avoir agi au début. Pourquoi ? Parce qu'on a une lecture, encore une fois, celle que vous disiez, à savoir le procès en responsabilité, il est intéressant. Il est intéressant du point de vue historique et même politique. Mais on n'en est pas là. Là, on est à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Oui, mais ça a des implications sur ce qu'on doit faire aujourd'hui, à savoir ne pas avoir uniquement une lecture
islam radical et pas islam radical, puisque si on avait agi dès le départ... Non, mais si on avait agi dans le départ, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Oui, mais ça a des conséquences à partir de maintenant, parce que si on considère... Ah oui, pour les prochains, oui. Voilà, absolument. Mais pour le cas actuel, on n'en est plus là. Vous évoquiez le court et le moyen terme et le long terme, c'est ça? Mais oui, Bruno. Mais pas mieux. Je voyais un tweet passer. Quel est le dénominateur commun à tous ces attentats, que ce soit, vous avez évoqué le Pakistan, le Nigeria, c'est quand même des fanatiques qui veulent, qui sont en croisade, c'est une guerre sainte contre le monde, quoi. C'est quand même ça qui est en train de se passer. J'entendais aussi que le concours de Miss Monde, où il y a un concours de Miss qui pourra pas défiler sous peine d'attentat, ils peuvent pas défiler en bikini. Il y a quand même un problème. Enfin, c'est très relatif par rapport à ce qui se passe à Nairobi, mais voilà, il y a quand même une poussée très nette de cet islam radical. Enfin, moi, si on place pas ça parmi les 3 premiers problèmes mondiaux, je ne sais pas où on le place. J'ai pas dit le contraire. Non. Et en disant juste un mot, c'est qu'il y a des dizaines de millions de musulmans dans le monde qui voudraient que cette voix porte contre l'islamisme radical. Parce que se battre contre l'islamisme, contre la haine de l'autre, contre le terrorisme radical islamiste, c'est aussi défendre une certaine conception, ne serait-ce de la démocratie bien sûr, des libertés, mais aussi de défendre les musulmans qui sont opprimés et qui ne veulent pas de ça. Et on aimerait bien qu'ils prennent eux-mêmes une part plus active à leur propre défense, tant qu'ils le peuvent. Parce qu'une fois que le régime est installé, c'est fichu. Revenons à Paris et au sujet difficile qui est en train d'empoisonner la campagne, celui des Roms, le sujet des Roms. Vendredi dernier, Nathalie Kosciusko-Morizet avait pris une position assez controversée. Il y a eu beaucoup de réactions à gauche en particulier. Cécile Duflot qui a dit que ce qu'elle avait dit, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet a dit qu'il fallait agir, que les gens étaient excédés par les Roms. Ce matin, réaction d'Anne Hidalgo, elle était interviewée par Jean-Jacques Bourdin. Écoutez. Paris ne peut pas être un campement géant, bien évidemment. Il faut bien sûr démanteler ces camps. Plusieurs camps ont été démantelés à Paris et bien sûr que nous avions donné notre avis favorable pour qu'ils soient démantelés. Mais ne confondons pas les réseaux criminels et ce qui se passe avec une forme de pauvreté qui se déploie dans beaucoup de grandes villes européennes. Voilà, donc on sent un assouplissement quand même Il y a eu un week-end de terrain, discours. Voilà. Il y a eu un week-end où Anne Hidalgo a dû rencontrer des Parisiens et puis elle s'est rendue compte que ses amis qui avaient été extrêmement durs face à Nathalie Kosciusko-Morizet avaient un peu tort. Ils avaient tort parce que le problème, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a une délinquance due à certains Roms, effectivement, qui sont organisés par des mafias, qui élèvent des enfants de 6-7 ans à voler et à piller. Et aujourd'hui, dans la patrie des droits de l'homme, dans la ville lumière, on accepterait l'esclavage d'enfants et personne ne dit rien. Nathalie Kosciusko-Morizet a eu le courage d'évoquer un sujet qui est un sujet républicain et un sujet aussi pour améliorer la vie quotidienne des Parisiens qui ne supportent plus cette délinquance, ce pillage. Vous avez vu quand même cet été une institution culturelle comme le Louvre, eh bien, les travailleurs du Louvre ont souhaité faire grève et arrêter de travailler parce qu'ils ne supportaient plus cette délinquance et cette violence physique aussi. Et donc, moi, je pense que quand on fait de la politique, quand on s'engage, la première chose, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'on parle des sujets qui touchent les Français, et là, en l'occurrence, les Parisiens, et qu'on essaye de les traiter de manière républicaine. Et là, il y a besoin d'une nouvelle politique de fermeté. Et j'ajoute juste un point. Je crois qu'il est important que maintenant le gouvernement et le chef de l'État s'expriment sur l'entrée possible de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Nous, pour notre part, l'UMP, nous pensons que ce n'est pas bon de le faire parce que nous ne sommes pas prêts. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question doit être posée sur la table car c'est un sujet d'intérêt général. Manuel Valls a dit ce matin qu'il n'y avait pas de décision à ce jour concernant, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Voilà, pas tout de suite. Sur le sujet des Roms, qui est effectivement un sujet qui va être au cœur donc de la campagne. Bon, d'abord, ce n'est pas un sujet nouveau. Ça fait plusieurs mois que de nombreux élus locaux en parlent. Nathalie Kosciusko-Morizet en parle aujourd'hui et elle a raison. Sa conversion est un peu plus récente puisque je crois qu'avant l'été, elle n'était pas forcément décidée à mettre ce sujet sur la table. Mais bon, elle le fait et c'est normal. Elle est en campagne et puis il y a aussi de la tactique politicienne qui fait qu'elle peut mettre en difficulté sa rivale. Mais c'est vrai que ce sujet, globalement, et peut-être encore plus dans des grandes villes de province où il y a beaucoup de campements comme ça qui se déploient, va sans doute empoisonner les municipales. Et pour le coup, les élus locaux, de droite comme de gauche, prennent souvent des positions de fermeté.
Martine Aubry à Lille, on le rappelle, qui a expulsé 700 Roms la semaine dernière. Ça dépasse les clivages et à mon avis, il va y avoir une grosse pression sur le gouvernement d'ici la fin de l'année. Mais compliqué par rapport aux positions. Elle a raison d'ici justement ce 1er janvier avec ce problème de mais compliqué par rapport aux positions qui avaient été tenues, on s'en souvient, dans l'opposition par la gauche. Mais là, il y a déjà eu de la conversion de ce point de vue. Mais là, on a entendu ce matin la phrase d'Anne Hidalgo. On sent qu'elle... Voilà, c'est les réseaux mafieux sont victimes. Voilà, elle avance, mais sur des œufs. C'est l'éternel problème de la gauche entre les positions droits de l'homiste et puis les positions plus sécuritaires. Valls, Taubira, on retrouve l'éternelle problématique. Ouais, mais en même temps, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que les enfants sont à la fois dans un système mafieux, mais aussi des victimes. Je crois que ce qu'elle dit, c'est la pure réalité. Enfin, après, la question du traitement de la question Rome... C'est pas ce qu'elle a dit, là. Ce que sous-entend sa phrase, c'est qu'il y a un système mafieux qui utilise des enfants et que par ailleurs, et elle ne parlait pas spécialement des enfants, c'était adultes et enfants, tous ces gens-là sont dans la misère et il faut... elle a fait deux cases différentes. On ne voit pas où passe la frontière, là. Oui, enfin, on peut jouer là-dessus, mais c'est une réalité que ces gens-là sont à la fois coupables, effectivement, de délits, mais aussi victimes d'inégalités, victimes de passeurs, victimes de passeports qu'on conserve, victimes d'une véritable mafia, quoi. Alors la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est juste ferme ? On ferme les centres, etc., on exclut les gens, mais ils vont où ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, est-ce qu'on a les moyens de la fermeté ? Il y a la question du court terme, il y a la question du moyen terme, comme toujours. Quoi. Est-ce qu'on a les moyens de la fermeté ? Parce que quand Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'elle veut remettre des arrêtés anti-mendicité, etc., agressives, est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Quand on écoute ce que disent les policiers, à savoir quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés automatiquement. Il y a le problème de l'État. Donc le problème du gouvernement pour agir en matière de fermeté, et puis il y a le problème de la ville de Paris. Et nous, contrairement à ce qui s'est fait depuis 13 ans, nous pensons que le maire de Paris doit être un producteur de politique de sécurité, en remettant des agents sur la voie publique, en développant la vidéoprotection, en démantelant les camps de Roms, parce que ce n'est pas supportable sur des conditions effectivement dangereuses de conditions de vie, mais surtout on sait qu'il y a des mafias, des réseaux de mafias qui se font du fric sur la misère humaine, et ça il faut avoir le courage non seulement de dénoncer, mais de démanteler, parce que si la politique ne peut rien face à ça, eh bien à ce moment-là ça sert à rien de s'engager. Un mot peut-être rapidement sur l'avion Air France dans lequel a été saisi pour 50 millions de cocaïne pure, 1,5 tonne, pratiquement 1,3 tonne, dans 30 valises qui n'étaient pas enregistrées au nom des passagers à bord. Donc on a un peu de mal on se pince pour y croire quand on nous empêche de prendre une petite bouteille d'eau, etc. Il y a un coup de gueule à faire parce que franchement on peut rien amener dans son avion. On est toujours sanctionné et pénalisé, et là on laisse. On se rend compte que les mafieux et les trafiquants sont plus malins peut-être. Et il y a eu des complicités, il y a eu d'évidence des complicités, y compris sans doute les sociétés prestataires, voire chez Air France, puisque 1,3 tonne. Et le pire, Valérie, c'est qu'en plus il y a 400 kilos qui ont réussi à partir en camion et les vers le Luxembourg. Donc il y a même eu visiblement sur le sol parisien un petit problème. Non mais comment c'est possible ? Donc ça veut dire que les trafiquants sont plus malins que... La corruption de la chaîne de surveillance. Il n'y a pas d'autre hypothèse envisageable. Allez, le dessin de Plantu que vous retrouverez à la une du Monde tout à l'heure. Réélu pour la 3e fois. Prenez de l'aspirine, Marisol Touraine va vous le rembourser. Oui, on n'en a pas parlé, c'est trop dur, docteur. Effectivement, c'était un sujet qui aussi fait polémique. Voilà. Merci à tous les 4. Le journal sur LCI.